Vous savez, j'ai fait plus que 60 films. C'est difficile de choisir. Mais il y a des films que j'aime pour les raisons différentes. Par exemple, j'aime beaucoup Spartacus, parce que c'est une histoire que j'adorais et j'adorais de travailler avec les acteurs comme Laurence Olivier, Charles Laughton, Peter Ustinov. Il y a des films qui sont plus que des films, qui marquent, je pense, l'histoire du cinéma. Et vous savez, dans ma petite série, j'essaie de parler des films à travers un acteur. Et je crois que Spartacus, vous avez reconnu le film, et Kirk Douglas, je pense que c'est vraiment l'exemple parfait où cet acteur mythique, c'est vraiment le rôle de sa vie. Et ce film Spartacus, c'est une page essentielle de l'histoire du cinéma américain. Kirk Douglas a été une star immense. Et quel parcours exceptionnel. C'est vraiment quelqu'un qui vient d'un milieu tellement modeste, fils d'émigrés russes qui ont fui la révolution soviétique pour arriver dans cette Amérique qui a tellement fait rêver les Européens. Il s'appelle Issour Danielovitch, il est juif, émigré russe, et à force de volonté, de talent certainement, mais le talent, c'est du travail, il va devenir une des plus grandes stars d'Hollywood. Alors j'ai essayé de trouver des documents qui nous racontent l'histoire à la fois de Spartacus et de Kirk Douglas. Et avant de parler de lui tout de suite, je voudrais vous montrer un extrait qui résume ce film, qui est un des plus grands péplums de l'histoire du cinéma. Le dernier grand péplum, c'est celui de Ridley Scott, Gladiator. Et Gladiator doit beaucoup de choses à Spartacus. Quand on voit Gladiator, c'est Spartacus. Sauf qu'à l'époque, tout ce qu'on voit, une fois de plus, pas de CGI, hein. Ce sont des figurants, des personnages en chair et en os. Et l'extrait que je vous propose de voir, c'est cette scène tellement connue. Spartacus, c'est l'histoire d'un esclave thrace qui se retrouve déraciné, esclave dans cet empire romain où il devient gladiateur. Je ne vais pas vous raconter l'histoire du film si vous ne l'avez pas vu, mais il y a cette scène à la fin qui est mythique où tous les esclaves disent « Je suis Spartacus, I am Spartacus ». Et cette phrase, cette réplique est tellement liée à Kirk Douglas, car sans Kirk Douglas, ce film n'aurait jamais existé. Alors pour commencer, tout de suite, Kirk Douglas, qui ne dit pas un mot d'ailleurs dans cet extrait, « Je suis Spartacus ». Have we a count of prisoners? We haven't made the final count, sir. I bring a message from your master, Marcus Licinius Crassus, commander of Italy. By command of his most merciful excellency, your lives are to be spared.
slaves you were, and slaves you remain. But the terrible penalty of crucifixion has been set aside on the single condition that you identify the body or the living person of the slave called Spartacus. I'm Spartacus! I'm Spartacus. I'm Spartacus! I'm Spartacus. I'm Spartacus! I'm Spartacus. I'm Spartacus. I'm Spartacus. Spartacus est réalisé par Stanley Kubrick. Mais ce film, en fait, c'est le Spartacus de Kirk Douglas. Kirk Douglas, alors, si vous êtes passionné par le cinéma américain, il faut absolument lire les mémoires de Kirk Douglas, le fils du chiffonnier, puisque son père était chiffonnier. C'est une fresque du Hollywood des grandes années de l'époque des studios. Kirk Douglas est le premier acteur qui va devenir producteur. Et quel producteur? Parce que Spartacus, comme toujours, les grandes histoires démarrent par une petite anecdote. En 1959 sort Ben-Hur de William Wyler, grand classique du péplum, avec Charlton Heston, mais Kirk Douglas avait été pressenti pour jouer le rôle de Ben-Hur, mais le rôle lui a échappé, et ça ne lui a pas plu. Et donc il décide de faire son propre péplum, et il choisit un roman qui est sorti quelques années plus tôt, qui raconte l'histoire d'un esclave qui va se dresser contre l'Empire romain. Il y a bien sûr une métaphore. C'est l'acteur Kirk Douglas, juif émigré, qui a petit à petit monté les échelons de la gloire, qui se dresse face au studio, face au star system, face à la dictature des majeures compagnies américaines. Bien sûr, quand on pense à Kirk Douglas, tout de suite on voit sa blondeur, sa célèbre fossette, mais c'est tellement plus que ça. Kirk Douglas, comme Spartacus dans le film, s'est affranchi d'une loi qu'on lui avait imposée. C'est ce film d'ailleurs qui va faire de lui une star mondiale, même s'il avait tourné avant, et notamment avec Stanley Kubrick, puisque 3 ans avant, il tourne Les Sentiers de la Gloire, qui est un pur chef-d'œuvre. Kirk Douglas décide donc de produire un grand péplum, supérieur à Ben-Hur. Il est tout à fait différent, plus politique. Il a créé pour cela une société de production qui s'appelle Bryna, qui est d'ailleurs le nom de sa mère. Rien n'est innocent chez Kirk Douglas, et où ce film, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, est plus qu'un film, il rentre dans l'histoire du cinéma américain et il marque une rupture. Nous sommes à l'époque, c'est la guerre froide, bloc contre bloc, le monde libre contre le monde communiste, les Russes, les méchants et les bons de l'autre côté. À cette époque-là, c'est le macartisme aux États-Unis. C'est la peur de l'invasion communiste, Cuba est à côté, c'est la crise des missiles qui interviendra après, mais il y a une psychose de l'invasion communiste de la 5e colonne. Et c'est l'époque de la liste noire, la célèbre blacklist, et on somme tous les professionnels du cinéma américain, les scénaristes, les dialoguistes, les acteurs, tout le monde, de dire si oui ou non ils ont appartenu ou s'ils appartiennent au Parti communiste. C'est l'époque de la commission des activités anti-américaines, et devant cette commission, certains se sont bien mal conduits, mais ça c'est une autre histoire, je pense à Elia Kazan et à d'autres. Mais il y aura une dizaine de personnalités du cinéma qui, au nom du premier amendement de la Constitution américaine,
refuseront, au titre de la liberté d'expression et de réunion, de répondre si oui ou non ils étaient communistes. Et sur cette très célèbre liste des 10 qui ont refusé de répondre à ces injonctions de dire si oui ou non ils étaient communistes, il y a un des plus grands scénaristes d'Hollywood qui s'appelle Dalton Trumbo. Dalton Trumbo refusera de répondre, il sera condamné à de la prison, il fera à peu près 11 mois de prison au début des années 50, mais il continuera d'écrire sous un pseudonyme. Et c'est là où l'histoire de la production de Spartacus va rejoindre l'histoire du cinéma américain, puisque Kirk Douglas fait appel à Dalton Trumbo pour écrire le scénario de Spartacus, et quand le film va sortir, Kirk Douglas décide, il est le producteur, mais il a au-dessus de lui les studios Universal, il décide de mettre le nom de Dalton Trumbo au générique. Les studios Universal s'y opposent formellement. Kirk Douglas répond, si on ne met pas le nom de Dalton Trumbo, j'abandonne le film. Il faut quand même se remettre dans ce contexte où Kirk Douglas a tout à perdre dans ce jeu face à la puissance d'un studio comme Universal. Mais il ne va pas lâcher l'affaire. Et je vous propose de regarder une interview où Kirk Douglas revient sur l'affaire Dalton Trumbo. And in the background of that film especially, you gave the chance to a gentleman who was at that moment in the shadow. It was Dalton Trumbo. He was on the blacklist and you call him back. That's right. Well, Dalton Trumbo, I didn't exactly call him back. You gave him the because chance. he was writing all the time, but always under a false name. And the hypocrisy of that disturbed me. So I said, look, I want to use Dalton Trumbo, and I insist on using his name. I had a lot of resistance from the studios, but finally I said, I won't make the picture unless we can use his name. And we used his name, and the earth didn't fall apart. And after that, I'm proud to say that it broke the blacklist, and they began to use people's names who had been, before that, unfairly on the blacklist. It was a lot of courage from your side because in those days the studios were very strong, not like today. That's true. I didn't think of it something très courageux. I thought, you know, I just hated the hypocrisy of it. So I really didn't realize the importance of what I was doing. Like a lot of things that we do in life, it wasn't until much later that I realized. Vous avez vu qu'il y a quand même une certaine modestie. Il minore son rôle dans son intervention, mais ce qui est très important, c'est que grâce à Kirk Douglas, la liste noire, la blacklist, c'était terminé. Et le cinéma américain a clos le chapitre du macartisme au cinéma. C'est quand même quelque chose. Il fallait quand même le courage d'un homme seul contre une industrie cinématographique tellement puissante pour dire stop. Et là, je voudrais vous montrer un autre document, c'est Peter Ustinov qui joue un des rôles importants dans Spartacus. C'est une interview pour la BBC et on lui demande comment s'est passée cette période difficile où Kirk Douglas a imposé que Dalton Trumbo mette son nom au générique. Écoutez, Peter Ustinov. People have said it's the most intelligent epic of all. Do you reckon that's justified? Yes. It may not be saying much. No, but I really think I think Kirk Douglas deserves all sorts of laurel wreaths for his courage in countenancing such a thing. But I think he's always been slightly a man who knew exactly how to swim, where to swim, but occasionally chose, not for no reason, to swim against the tide. Mm. There are moments in history where you can create a different movement, and I think he was always conscious of that, and he had ambitions to be a great producer.
Je crois qu'on voit bien, avec cette histoire de Spartacus et de la liste noire, ce chapitre important de l'histoire de l'industrie du cinéma américain, le rôle qu'a eu Kirk Douglas. Il a quand même ouvert une voie aux grands acteurs, aux grandes stars d'aujourd'hui. Je pense à Brad Pitt, à Robert Redford, qui se sont affranchis un peu de la puissance des studios. Bien évidemment, les studios aujourd'hui n'ont plus la même puissance qu'ils avaient dans les années 50 ou 60, où les stars étaient sous contrat et étaient des employés. Si vous regardez Robert Redford, Brad Pitt, George Clooney, ils sont devenus à leur tour des producteurs. Mais avant Kirk Douglas, personne n'avait fait ça. Et je crois que c'est bien de mettre en perspective tout ça et de comprendre que c'est un combat pour la liberté. Et je pense que Kirk Douglas, qui lui venait d'Europe de l'Est, qui venait d'un milieu extrêmement exclu, en plus juif, la vie de Kirk Douglas, c'est un combat permanent. Et il a ouvert une voie, et je pense qu'il a changé quand même les pratiques du cinéma américain, et en ça, Spartacus est plus qu'un film. C'est une page de l'histoire d'Hollywood qui se tourne vers quelque chose de mieux. Et là, je crois peut-être que j'ai choisi, non, j'exagère, mais je vais vous montrer un document, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, je ne vais peut-être pas me faire des amis pour les fans de Jacques Séguéla, mais bref, quand sont sortis les mémoires de Kirk Douglas, le fils du chiffonnier, qu'il a écrit lui-même au passage, lisez-le, c'est un livre passionnant, il est invité à Apostrophe, Bernard Pivot, et parmi les invités sur le plateau d'Apostrophe, il y a Jacques Séguéla, qui a maintenant 90 ans, et ce que je vais dire est... Voilà, il y a prescription. Mais vous allez voir cet extrait qui résume quand même un peu... Je vais pas faire... je vais pas être anti-français, mais il y a tout... Jacques Séguéla, à l'époque, comme aujourd'hui encore un peu... C'est un peu le mentor de la publicité, et surtout, il incarne tous ces ravages de la communication où ces gens pensent qu'ils ont la science infuse, qu'ils vont décider par une campagne de l'élection du président, et surtout qu'ils décident qui est une star et qui n'est pas une star. Et M. Séguéla décrète sur le plateau, enfin le matin même, vous allez voir l'extrait, que Kirk Douglas n'est pas vraiment une star. Je me rappelle avoir vu l'émission en direct. J'étais assis, heureusement, j'ai revu cet extrait pour faire cette émission, cette petite vidéo, et je ne m'en suis encore pas remis. Regardez les arguments, et vous allez voir qu'il patauge dans la semoule, ce pauvre Séguéla, parce que là, il est face à Kirk Douglas, et l'élégance, l'intelligence de Kirk Douglas, qui répond à Jacques Séguéla. Regardez, c'est un moment d'anthologie. Et c'est ce film qui vous a rendu célèbre. Hein? Je crois, oui. Bon, alors maintenant, je vais demander à Jacques Séguéla, qui est notre expert en stars, je vais lui demander s'il va oser répéter ce qu'il a dit chez Jean-Pierre Elkabbach ce matin, à savoir que Kirk Douglas n'était pas une star. Je dois dire que j'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai entendu ça. Voulez-vous répéter ça devant l'intéressé? Mais bien sûr. Non, c'est pas possible. Et je crois qu'il va partager d'ailleurs mon analyse. C'est un immense acteur. Évidemment. Ah bon, et d'ailleurs, le mot star aux États-Unis n'a pas la même signification qu'en France. Donc il faut bien qu'ils comprennent les choses. En fait, une star, pour moi, est un porte-valeur. À la différence d'ailleurs d'une vedette qui est simplement une grande célébrité. Bon. La star, en plus, à un moment donné, illustre une valeur. Brigitte Bardot, c'est la libération de la femme. Par exemple, John Wayne a illustré le bon américain. Et Clark Gable a illustré la beauté de l'Amérique. Mais lui a choisi la colère. Et la colère n'est pas une valeur. Et toute sa vie a été concentrée sur la colère, parfois la violence, même parfois la méchanceté. Il dit, je préfère être le méchant parce que le méchant est photogénique. Il a d'ailleurs tout à fait raison. Une star est finalement le miroir de nos fantasmes. Une star est la personne à qui on pense et qui vous ouvre des petites fenêtres vers l'imaginaire. Pas Kirk Douglas.
dans le premier temps de sa carrière, comme tous les jeunes premiers, il a fait rêver toutes les minettes du monde. Mais dans le deuxième temps de sa carrière, ce qui reste de lui, c'est l'immense acteur. Vous avez vu ce qui reste de lui? C'est l'immense acteur. C'est pas mal, hein, vous avez vu ce qui reste de lui? Oui. Mais mieux vaut être un immense acteur qu'une star. Le destin des stars est horrible. J'ai d'ailleurs lu dans une interview qu'il a donnée il y a 2 ou 3 ans dans un journal américain où il disait « J'ai voulu donner des stars qui, d'ailleurs, remarquez-le, ont rarement des vies exemplaires. Les stars mènent des vies de patachons. Les stars vont... Vous croyez qu'il a pas mené une vie de patachon à un certain moment de sa vie? Mais non. Enfin, c'est un homme qui est amoureux de sa femme depuis 30 ans, qui mène une vie de ménage paisible, oui, mais enfin bon, qui dit d'ailleurs dans son livre, les stars n'ont pas d'enfants, rejettent leurs enfants, on ne connaît pas les enfants des stars, elles les cachent, jusqu'au bout elles les repoussent. Moi je vais vous dire, pour moi c'est une star tout simplement parce que c'est un chiffonnier, il est devenu l'un des plus grands acteurs du XXe siècle, il a tourné dans des films qui sont des chefs-d'œuvre, non, laissez-moi finir, aujourd'hui, il est en France depuis quelques jours, tous les journaux se sont arrachés Kirk Douglas, toutes les émissions de télévision voulaient la voir, et je vais vous dire, j'ai reçu aujourd'hui des coups de téléphone. Est-ce que je pourrais pas aller à l'émission pour le toucher, pour le voir? C'est ça une star. Non, monsieur Pivot. Non. C'est votre définition. Non, il n'a pas raison. C'était parce que je suis un écrivain. Bravo. Ah, il y a d'humour. Bon, allez, je vais vous donner la parole tout à l'heure. Bon, je crois que ça se passe de commentaires. Je crois que là, on a atteint les limites du ridicule, de la bêtise, de la connerie. Il n'y a pas d'autre mot. Jacques Séguéla est loin d'être un imbécile, mais ce jour-là, il a été le dernier des connards. Et surtout, excusez-moi de dire les mots, mais quelle impolitesse. Enfin bref, je vais m'énerver. Et pendant que je vous parle, j'essaie de descendre en pression, de me calmer. Vous voyez le déroulant de quelques films de Kirk Douglas. C'est une immense star. Et je voudrais vous montrer... Il est mort à 103 ans, Kirk Douglas. Quelle longévité, quelle carrière magnifique. Kirk Douglas n'a jamais reçu d'Oscar. Quand est sorti Spartacus, c'est Peter Ustinov qui a eu un Oscar pour un second rôle, mais il a reçu un Oscar d'honneur à la fin de sa carrière. Et je voulais vous montrer cet extrait. Et c'est Steven Spielberg qui est le maître de cérémonie qui présente Kirk Douglas. Il faut savoir que quelques mois avant, Kirk Douglas a eu un AVC, il a perdu un peu l'usage de la parole. Mais regardez la façon dont il va s'exprimer, je pense que c'est assez émouvant. Kirk Douglas qui reçoit son Oscar d'honneur, le seul de sa carrière. Ladies and gentlemen, Kirk Douglas. Thank you. I see my 4 sons. They are proud of the old man. And I am proud too. Proud to be a part of Hollywood for 50 years. But this is for my wife, Anne. I love you.
And tonight, I love all of you, and I thank all of you for 50 wonderful years. Thank you. Thank you. Thank you. Et quand on parle de Kirk Douglas, vous l'avez vu dans cet extrait, il salue ses fils et bien sûr, on pense tout de suite à Michael Douglas. C'est une dynastie d'acteurs et le père et le fils sont tous les deux d'aussi grandes stars. C'est quand même assez rare parce que être le fils d'une star, c'est pas un cadeau, c'est pas facile. Et Michael Douglas a réussi à s'imposer en dehors de son père, mais ils ont eu une relation, bien évidemment, c'était pas facile tous les jours. Et cette relation s'est cristallisée à un moment très précis où Kirk Douglas avait joué au théâtre Vol au-dessus d'un nid de coucou, avant que ça devienne un film, et il voulait jouer l'adaptation au cinéma, jouer le rôle principal. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, il avait acheté les droits, et c'est Michael Douglas qui va produire le film, qui sera le succès que l'on connaît avec Jack Nicholson. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, mettez-vous à la place de Kirk Douglas, c'est lui qui a les droits de Vol au-dessus d'un nid de coucou, il autorise son fils à produire le film, sauf que son fils ne choisit pas son père pour jouer le rôle, il choisit Jack Nicholson. Comme on dit en psychanalyse, il faut tuer le père, c'est un peu ce qu'a fait Michael Douglas. La pilule a quand même été un peu dure à avaler pour Kirk Douglas. Mais il a reconnu que son fils certainement avait raison, et Vol au-dessus d'un nid de coucou a été un succès mondial. Et là, je voudrais vous montrer un dernier document où on voit Kirk Douglas assez vieillissant, mais il a toujours toute sa tête. Et après, je vais vous dire quelque chose, ça me coûte un peu de le dire, mais je vais le dire, parce que je ne peux pas parler, je ne pourrais pas faire cette vidéo comme je le souhaitais si je ne disais pas cette chose-là. Je vous retrouve après cet extrait. But you will see a good picture. I saw it 50 years ago. It's so good. And before we start, for those of you who may remember a certain moment in the movie, Kirk, I am Spartacus. Wow, you were all in the movie, huh? Impressive. I bet you haven't seen that before, the whole audience. No, I like it. The studio was scared to death of Spartacus, and they gave you a list of things you couldn't do. Let me just read some of this. The costumes of the slaves will have to offer adequate covering. The whipping is in danger of proving excessively brutal. We ask that you eliminate this particular use of the word damn. We ask that you eliminate the use of the word damn. The loincloth costumes must prove adequate. I love that one. This goes on and on and on. I mean, of all the things they told you to cut out. Well, the censorship at that time was stupid. I mean, yeah, I mean, thank God this version has all the scenes in it. When you're 95 years old, you don't look forward. You know the final destination, but you look backward. You take inventory, and I found out that I was very proud to be a member of the Hollywood community, because in Hollywood, the stars are not Republican,
Alors voilà ce que je voulais vous dire et que je tenais à exprimer à la fin de cette petite émission. J'aime bien dire émission, ça fait ORTF, c'est de mon époque. Quand Kirk Douglas est mort, donc à 103 ans, est sorti un vieux dossier, on va dire un cold case, mais qui est particulièrement nauséabond. Nous sommes en pleine époque MeToo, un déballage. Il n'y a vraiment pas de nom. Il est clair qu'il y a des pratiques dans le cinéma qui sont à bannir, mais à côté de ça, on nous sort des histoires, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on lance une rumeur. C'est un poison qui s'instille partout, et comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. On ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Quand Kirk Douglas est mort, à 103 ans, est sortie une histoire que j'ai appris moi-même et que j'ignorais. On raconte qu'il aurait violé Natalie Wood. Natalie Wood, grande star, qui en plus est morte dans des circonstances particulièrement mystérieuses. Elle était mariée à Robert Wagner et elle est morte, elle était en mer avec lui sur un yacht et elle est tombée à l'eau. On n'a jamais su le fin fond des choses. En résumé, est-ce qu'elle aurait été poussée à la mer? Est-ce qu'on aurait mis fin à ses jours? On n'en sait strictement rien. Et la sœur de Natalie Wood a toujours expliqué que Robert Wagner était le responsable de la mort de sa sœur. Et vient donc s'ajouter cette rumeur sur le fait que Kirk Douglas aurait violé Natalie Wood. J'ai fait des recherches pour essayer de savoir, mais c'est impossible à savoir. Nous n'étions pas là, mais c'est vrai que personnellement, ça m'a beaucoup marqué, parce que Kirk Douglas, c'est vraiment le héros, c'est l'homme du bien. Et on n'imagine pas du tout l'homme Kirk Douglas dans des circonstances pareilles. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je n'en sais strictement rien. La seule chose quand même que je trouve curieuse, c'est qu'on ait attendu ses 103 ans, sa mort, pour dire ça. Aujourd'hui, généralement, on ne prend pas de gants et on balance les choses. Bref, voilà, c'est comme ça. Je voulais le dire parce que ne pas le dire aurait été un mensonge par omission, et donc je tenais à le dire. Je n'ai pas d'opinion, je n'en sais rien. D'ailleurs, qui connaîtra jamais la vérité? Ce qui est certain, c'est que cette rumeur fondée ou infondée écorne un peu l'image de Kirk Douglas, mais c'est comme ça. Et on voit bien que l'histoire du cinéma, que en fait on n'invente rien. On voit bien qu'à l'époque d'aujourd'hui de MeToo, ça s'est guère amélioré. Mais bon, je referme cette parenthèse et je voudrais terminer sur une note plus cinématographique avec un dernier extrait de Spartacus. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de voir ce film si vous ne l'avez pas vu, et de vous intéresser à Kirk Douglas, qui était quand même une immense star, contrairement à ce crétin de Jacques Séguéla. En tout cas, sur le plateau d'Apostrophe, c'était vraiment un immense crétin. Mais bon, on lui pardonnera. Et donc, voyez ce film. Si vous ne l'avez pas vu, regardez le charme, la puissance, le jeu de Kirk Douglas. Kirk Douglas, qui parlait français, vous l'avez vu, puisqu'il était marié avec une Française. Voilà, je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Quelques images de ce film, qui est un chef-d'œuvre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'au départ, il avait été réalisé par Anthony Mann, et c'est Kirk Douglas qui l'a viré du plateau, et qui l'a remplacé par Stanley Kubrick. Je vais arrêter de parler de Kirk Douglas. Je vous rappelle Le Fils du chiffonnier. Si vous n'avez pas lu ce livre, et si vous vous intéressez à l'histoire du cinéma américain, à Hollywood, il faut absolument lire ce livre. Et voilà. Donc je vous laisse avec ce très grand film, Spartacus, de Stanley Kubrick, non, de Kirk Douglas, 1960. À bientôt. Suivant. Suivant.
rien contre vous. Je veux que vous deveniez mes amis. Et je veux devenir votre ami aussi. Tout ce que j'exige, c'est que vous soyez obéissants. Comment t'appelles-tu, esclave? Spartacus. Je n'ai pas l'honneur de te plaire, hein? Donne-lui ton glaive. Prends-le. J'ai l'impression que tu me tuerais bien. Eh bien, c'est la seule chance que tu auras jamais de le faire. Tue-moi. N'aie pas peur, esclave. Tu as un glaive. Et je n'ai que ce morceau de bois. C'est un ordre. Obéis-moi. Redonne-lui son glaive. Tu es moins bête que je croyais. Tu es peut-être même intelligent. C'est dangereux pour un esclave. Alors écoute. Souviens-toi qu'à partir d'aujourd'hui, je ne te perds pas de vue.